Elle était arrivée pour finaliser une union d'entreprise d'un demi-milliard de dollars. Mais une fois les prétentions dissipées, elle détruisit les documents. L'atmosphère au-dessus d'East Hampton était sombre et trouble, comme si même les éléments étaient incertains quant à l'évolution de ce week-end. Une automobile noire rutilante s'approcha de l'allée pavée du manoir Bington, le genre d'endroit qui ne se contentait pas de suggérer la richesse, mais la proclamait par tous les aspects de ses piliers en marbre et de ses jardins soigneusement entretenus. À l'intérieur de cette automobile se trouvait Danielle Renée-Given, créatrice et présidente de Neurospace. 41 ans, née à Trenton, dans le New Jersey, élevée par sa tante après la mort de sa mère d'un lupus à l'âge de 10 ans. Elle avait bâti un empire à force de programmation, de persévérance et de nuits interminables. Et maintenant, elle était là, finalisant un contrat qui pourrait transformer la trajectoire même de la technologie. Elle rajusta le col de sa veste grisardoise. Rien de tape à l'œil. Elle n'appréciait pas l'attention pour l'attention, elle appréciait les résultats. Madame, dit son chauffeur en sortant pour ouvrir la porte, nous sommes arrivés. Elle hocha la tête, plus pour elle-même que pour les autres, et sortit. La maison était immense, mais sans vie, tout en pierre blanche et en verre, comme si quelqu'un l'avait construite pour des couvertures de magazines, et non pour de vraies personnes. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle puisse l'atteindre. Daniel. Un homme grand et mince, aux cheveux argentés et au sourire agressif et poli, la salua les bras tendus. Charles Bington, quel plaisir! Daniel lui tendit la main. Ravi de vous rencontrer en personne, Monsieur Bington. Appelez-moi Charles, s'il vous plaît. Nous sommes pratiquement partenaires maintenant. Elle sourit poliment, même si elle savait qu'il valait mieux ne pas les considérer comme égaux à ses yeux. La famille Bington avait bâti sa fortune grâce à l'argent ancien, au pétrole et à la banque. Et maintenant, pour rester dans la course, ils voulaient s'approprier l'innovation qu'ils ne pouvaient contrôler. Derrière Charles se tenait sa femme, Victoria, vêtue d'un tailleur champagne qui coûtait probablement plus cher que toute la garde-robe de Daniel. Son expression était soignée, amicale, mais réservée, comme si elle n'avait pas encore décidé si Daniel avait sa place ici. Bienvenue chez nous, dit Victoria. J'espère que le vol s'est bien passé. Si, répondit Daniel. Merci de m'avoir accueilli. Ils la laissèrent entrer. L'endroit sentait le cirage au citron et l'argent froid. Une employée, une jeune femme latino-américaine en uniforme noir, prit le petit sac en cuir de Daniel et disparut dans un couloir. Charles commença à lui montrer du doigt diverses œuvres d'art et d'architecture tout au long de leur marche. Mais Daniel avait l'esprit ailleurs. Elle était venue ici pour conclure l'affaire. Un demi-milliard de dollars en actions, une distribution mondiale, un financement accru en recherche et développement. C'était tout ce pourquoi la plupart des PDG seraient prêts à tuer. Mais Daniel ne venait pas de la plupart des PDG. Elle revenait de l'époque où elle mangeait des crackers et de la mayonnaise au dîner, et où elle regardait sa tante coudre des uniformes jusque tard dans la nuit. Les Bington l'avaient invitée pour un week-end complet. Un dîner officiel ce soir-là, un brunch avec les actionnaires le lendemain, et une cérémonie de clôture le dimanche, avec une équipe de communication qui l'attendait. Tout était chorégraphié. À peine quelques pas dans cette maison, Daniel sentit une vague de froid la traverser. Ni peur, ni intimidation, juste une prise de conscience. Elle était la seule femme noire dans la pièce, probablement pour le week-end. Laisse-moi te montrer ta chambre, dit Victoria en désignant l'escalier. Nous t'avons installé au deuxième étage, dans l'aile est. Daniel marqua une pause. Je pensais que les autres invités logeaient dans l'aile ouest. Le sourire de Victoria resta figé. Oui, mais nous avons pensé que tu apprécierais un peu plus d'intimité. Le regard de Daniel fixa celui de Victoria une seconde de plus que de raison, mais elle ne dit rien, se contentant d'acquiescer. En montant l'escalier, son téléphone vibra dans sa main. Un message de son directeur financier à San José. Des signaux d'alarme? Elle le fixa un instant avant de répondre. Trop tôt pour le dire, mais l'air est déjà lourd.
Mais quelque chose lui disait que ce n'était pas seulement le temps qui allait changer. Daniel se tenait près de la baie vitrée de sa suite d'amis. Dehors, l'océan s'étendait dans un gris brumeux. À l'intérieur, tout était beige et vert. La chambre paraissait luxueuse, mais vide, comme si personne n'y avait jamais pleuré, ni ri trop fort. Elle posa sa valise sur le lit et s'assit, laissant le silence s'épaissir. Pas une photo, pas un livre, juste le silence et des meubles soigneusement choisis. Elle avait déjà vu des pièces comme celle-ci. Des appartements d'entreprise, des salons privés, des retraites de donateurs, des espaces où l'on était invité, mais seulement selon ses conditions. Un coup à la porte rompit le silence. C'était Clark, l'assistant de la famille, jeune, blanc, trop habillé dans un costume bleu marine qui ne lui allait pas tout à fait. Mademoiselle Gibbons, dit-il, sans la regarder dans les yeux. Le dîner aura lieu à 7 heures précises, en grande pompe. La famille aimerait vous présenter quelques membres du conseil d'administration et amis proches avant l'annonce officielle dimanche. Daniel hocha la tête. Merci. Il hésita. Il y a un styliste en bas si vous souhaitez des retouches ou des suggestions. Ce dernier mot flotta dans l'air comme un brouillard. Suggestion. Elle haussa un sourcil. Je pense que ça ira, Clark. Il rougit et disparut. Daniel n'avait pas besoin de styliste. Elle portait une robe fourreau bleu marine profond, aux lignes épurées et affirmées, rien de plus. Ses boucles naturelles étaient rassemblées en un chignon bas et souple. Ses boucles d'oreilles en or étaient petites, maîtrisées. Tout était intentionnel. Elle s'habillait toujours comme si elle savait exactement où elle allait, parce qu'elle le savait. Pourtant, elle se leva et se regarda dans le miroir, vérifia sa posture, régla sa montre. Pas pour eux. Pour elle, en bas, le domaine était passé d'un silence stérile à un bourdonnement sous-jacent. Le champagne coulait, des salutations feutrées, le bruissement des tissus coûteux. Daniel entra dans le couloir au moment même où un autre invité sortait d'une pièce. Un homme grand et âgé, en smoking et basket de créateur. Il la regarda de haut en bas, sans la moindre gêne, puis hocha brièvement la tête. « Bonsoir », dit-il avec un accent chargé de vieilles devises de Boston. « Bonsoir », répondit Daniel. Ils descendirent ensemble en silence. La salle à manger était vaste, avec des plafonds de 3 mètres, la lumière des bougies et une vue sur la mer irréelle. Une longue table en acajou trônait au centre, dressée pour au moins 20 convives. En bout de table, Charles Bington sirotait déjà un verre de scotch. Victoria se tenait près de la cheminée, riant doucement avec un couple d'âge mûr en perles et blazer bleu marine. Daniel scruta la pièce. Il n'y avait pas de carton à la table. Charles la repéra et se leva. « Ah, notre invité d'honneur !» Il s'approcha, les bras de nouveau grands ouverts. « Tout le monde, voici la brillante Miss Danielle Given. Fondatrice, innovatrice, l'avenir de la technologie. » La salle applaudit poliment. Une ou deux personnes sourirent. Quelques-unes hochèrent à la tête avec raideur. Victoria apparut à ses côtés. « Viens, ma chère, on te trouve une place. » Mais au lieu de la guider vers le bout de table, là où se prennent les décisions et se racontent les histoires, Victoria la conduisit vers le milieu. Pas le plus mauvais siège, mais loin de ceux qui comptaient. Daniel s'assit, le regard perdu vers le bout de table. Elle vit immédiatement la disposition des sièges. Hommes en costume, épouses et perles, membres du conseil d'administration et descendants. Les fils Bington riaient déjà avec les invités. Un serveur lui servit du vin sans parler. Elle n'y toucha pas. De l'autre côté de la table, un homme se pencha, bronzé, les cheveux lissés en arrière. La trentaine. Alors, dit-il avec un sourire, « Tu es le génie !» Charles arriva en trombe. Daniel le regarda. « Génie, c'est un peu tiré par les cheveux. » « Mais oui, je suis le directeur général de Neurospace. »« Neurospace, non ? C'est le problème avec l'intelligence artificielle et la pensée automatique, non ?» Son expression ne changea pas. « Oui, nous construisons des systèmes de décision pour le traitement autonome des données dans les secteurs de la défense, de la santé et de la finance. » Il cligna des yeux. « Oh !» La femme à côté de lui
rit. On supposait que vous travailliez dans les médias. Vous avez une telle prestance. Daniel laissa la remarque tomber. Puis elle sourit froidement et froidement. Je suis sûr que vous le disiez comme un compliment. Bien sûr, dit la femme en sirotant son vin sans la regarder. Mais Daniel le sentait déjà. Il ne s'agissait pas de business. Il s'agissait de lui rappeler où il pensait qu'elle avait sa place. Les assiettes tintèrent, les verres s'entrechoquèrent. Un léger bourdonnement de rire s'échappa de la table où Charles siégeait, échangeant des anecdotes sur les transactions pétrolières et les jets privés avec les hommes qui pensaient diriger le monde, car c'était le cas pour la plupart. Danielle était assise parmi des inconnus qui la prenaient sans cesse pour une nouveauté. Alors, Danielle, dit une femme plus âgée de l'autre côté de la table, les yeux plissés comme si elle essayait de déchiffrer quelque chose d'écrit sur le visage de Daniel. In Dubai. Où es-tu allé déjà? Stanford? Répondit Daniel. Oh, c'est charmant, dit la femme, l'air surprise. Bravo. Daniel lui fit un petit signe de tête. Merci. À côté d'elle, un homme à la mâchoire carrée et à la cravate desserrée se pencha. Tu sais, dit-il, j'ai dit à Charles, j'aime bien cette idée, celle d'ajouter de la couleur au portfolio. C'est moderne, pointu. Daniel le regarda droit dans les yeux. Nous ne sommes pas des échantillons de peinture, et Neurospace n'est pas un recrutement pour la diversité. Il rit doucement, sans l'entendre, ou peut-être sans s'en soucier. Non, non. Je voulais dire que c'est audacieux, n'est-ce pas? Très nouvelle génération. La femme à côté de lui eut un rire nerveux et chuchota quelque chose à l'homme qui se contenta de hausser les épaules et de siroter son vin. Daniel prit son verre d'eau, les mains fermes, mais l'esprit alerte. Elle était déjà venue ici. Peut-être pas dans ce domaine, pas dans cette famille, mais à cette table. Ses sourires, ses commentaires enrobés de compliments, comme du fil barbelé trempé dans du sucre. De l'autre côté de la pièce, elle aperçut Gregory Bington, le fils cadet de Charles, en train de discuter avec deux spécialistes des fonds spéculatifs près du bar. Ses cheveux étaient lissés en arrière, sa chemise déboutonnée juste assez pour montrer qu'il n'avait pas à suivre les règles, le genre d'homme qui portait des mocassins sans chaussettes et qui obtenait quand même le poste. Il la vit, lui fit un clin d'œil. Elle se détourna. Victoria tapota son verre 2 fois avec une fourchette à dessert. « Tout le monde, dit-elle, avec le sourire de ce politicien. Nous tenons simplement à vous remercier tous d'être parmi nous ce soir. Ce week-end est une célébration, une fusion des esprits et des missions. Neurospace, sous l'extraordinaire direction de Mademoiselle Given, a changé notre façon de concevoir la technologie. Quelques applaudissements, quelques hochements de tête. Quelqu'un s'éclaircit la gorge. Victoria poursuivit. Il est rare de trouver une innovation avec autant de cœur. Le parcours de Daniel est fait de détermination, d'intelligence et, surtout, de courage. Daniel serra légèrement les mâchoires. Courage. Le mot flottait dans l'air, comme si elle venait de se remettre d'un traumatisme au lieu de bâtir une entreprise d'1 milliard de dollars. Victoria leva son verre. À l'avenir audacieux. Tout le monde lui fit écho. À l'avenir audacieux. Daniel leva le sien aussi, en silence. Quelques minutes plus tard, Grégory se dirigea vers sa section de table, riant trop fort de sa propre blague. Il se glissa sur la chaise à côté d'elle, sans y être invité. « Daniel, c'est ça ?» dit-il en se versant encore du vin. « J'ai tout entendu à ton sujet. Grand cerveau, grande entreprise, grand saut. »« C'est moi, » dit-elle, les yeux rivés sur son assiette. Il se pencha. « Entre nous, papa te trouve impressionnant, mais il y a encore une inquiétude concernant le tempérament. » Daniel tourna la tête. « Tempérament. Oui, tu sais, les fondateurs comme toi, tu es passionné, motivé, mais la passion peut se transformer en, comment dire, volatilité. » Il sourit comme s'il partageait un secret. « Et soyons honnêtes, une poignée de main à 1 demi-milliard de dollars demande plus de stabilité. » Daniel le fixa du regard. Puis elle dit « Dis-moi quelque chose, Grégory. Si j'étais un blanc de 45 ans en polaire Patagonia et en veste Allbirds,
Te soucierais-tu encore de mon tempérament? Il cligna des yeux, puis rit, gêné. Allez, ne fais pas ça. Je demande juste. Tu n'as pas besoin d'être si susceptible. Je dis juste ce que le conseil pense probablement. Elle se leva, sans annonce, sans esclandre, juste debout. Excusez-moi, dit-elle, d'un ton calme. Elle s'éloigna de la table, ignorant l'escalier et haussant les sourcils. Ses talons claquèrent sur le sol en pierre jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le couloir. Mais le silence, c'est que ça ne veut pas dire qu'on a perdu. Parfois, ça veut simplement dire qu'on a décidé de ne plus se laisser aller à des bêtises. La salle de bain d'invités, côté couloir, était impeccable. Des robinetteries chromées, un long miroir, le genre d'endroit plus conçu pour l'apparence que pour la nécessité. Daniel verrouilla la porte derrière elle et expira. Pas un soupir, juste de l'air quittant son corps, comme si ses poumons refusaient de supporter le poids d'un sourire forcé de plus. Elle ne pleura pas, non pas par manque de volonté, mais parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Elle fixa son reflet. Mâchoire forte, regard fixe, cheveux plaqués en arrière comme une armure. Les gens pensaient toujours qu'être calme signifiait être froid, mais ils ne comprenaient pas ce que ça coûte de se contenir dans des pièces conçues pour se sentir petit. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était sa directrice financière, Shona Kim, qui prenait des nouvelles. « Comment ça va ?» Daniel hésita puis tapa. « Je suis en train de tout reconsidérer. » Les points de saisie apparurent. « Parle-moi. » Daniel fixa l'écran. « Ce n'est pas seulement un mauvais dîner, Shona. C'est à qui nous serions liés. Leur nom figurerait à côté d'une autre sur chaque en-tête, chaque communiqué de presse. Je ne suis pas sûr de pouvoir le supporter. » Pas de réponse pendant un moment. « Et puis, tu as toujours dit qu'on ne mendiait pas pour les tables. On construit la nôtre. » Les doigts de Daniel s'arrêtèrent. Cette phrase la frappa plus durement que toutes les micro-agressions de la soirée. Elle avait construit son espace neuronal à partir d'un ordinateur portable dans une bibliothèque publique. Pas avec de l'argent, avec du code, de la caféine et une vision si têtue qu'elle ne pouvait pas la laisser mourir. Et maintenant, on lui disait que son leadership était émotionnel et qu'elle devrait être reconnaissante que sa place à la table soit assortie de conditions tacites. Un léger coup à la porte. Daniel. C'était Victoria. Daniel ouvrit. Victoria pencha la tête. « Tout va bien ?» Daniel sourit faiblement. Elle avait juste besoin d'un moment. Victoria baissa la voix. « Écoute, je sais que Grégory peut être direct, mais ne le prends pas personnellement. Il a juste des droits, » dit Daniel en croisant les bras. Victoria cligna des yeux. « Enfin un privilégié, oui. » Daniel la regarda droit dans les yeux. « Victoria, laisse-moi te poser une question. Si ton fils dirigeait une entreprise comme la mienne, lui poserait-on des questions sur son tempérament? Le placerais-tu loin des décideurs? Tes invités penseraient-ils qu'il a été embauché pour cocher une case? » Victoria hésita. « Tu interprètes les choses d'une manière très particulière. »« Non, » dit Daniel. « Je les interprète exactement comme elles ont été données. » Silence. Victoria serra les lèvres. Cet accord est une formidable opportunité pour les deux parties. Daniel hocha la tête. C'est ce que je commence à remettre en question. Victoria lui adressa un sourire poli. Eh bien, j'espère que tu reconsidéreras ce que tu ressens en ce moment. Daniel soutint son regard. Je ne ressens rien, Victoria. Je réfléchis. Elle la dépassa dans le couloir pour retourner dans sa chambre. À l'intérieur, elle ouvrit son ordinateur portable. Sa boîte mail était inondée. Investisseur, membre du conseil d'administration, journaliste. Attendant l'annonce lundi matin. Elle ouvrit un brouillon vierge, tapa une phrase. Après mûre réflexion, Neurospace ne poursuivra plus de partenariat avec le groupe Bington. Elle le fixa du regard, puis ajouta. Nous pensons que l'intégrité ne se négocie pas. Elle appuya sur enregistrer, pas sur envoyer. Pas encore. Elle y réfléchirait, mais son instinct avait déjà tranché. Et quand Daniel Given se fiait à son instinct, il la menait rarement dans l'erreur.
Mais le dimanche matin était encore devant nous, et ce qu'elle dirait ensuite résonnerait plus fort que tout ce qu'on dirait d'elle. Le lendemain matin, le soleil entrait dans la pièce, éclairant les murs comme un projecteur. Daniel était déjà habillé, pantalon noir, chemisier crème, cheveux tirés en chignon bas. Pas de bijoux, pas de bruit, juste la clarté. Elle était assise au bord du lit, ordinateur portable ouvert sur les genoux, les yeux fixés sur le brouillon qu'elle avait rédigé la veille. Son doigt planait sur le pavé tactile, mais elle n'avait encore rien cliqué. Un léger coup frappé. « Entrez !» dit-elle. C'était Shona, sa directrice financière. Elle avait pris un vol de nuit depuis la Californie après avoir lu le message de Daniel. « Vous êtes arrivé ?» Shona hocha la tête. « Vous n'aviez pas l'air d'avoir besoin de stratégie. Vous aviez l'air d'avoir besoin de renfort. » Daniel sourit. « Merci. » Elles restèrent un moment silencieuses. « Vous voulez vraiment vous en aller ?» demanda finalement Shona. Daniel ne répondit pas immédiatement. Elle ferma l'ordinateur. « Je crois que je l'avais déjà fait. » Shona se laissa aller dans le fauteuil près de la fenêtre. « Tu sais ce que Wall Street va dire. Une réaction excessive. Un manque de professionnalisme. Ils vont faire croire que tu étais difficile. » Daniel hocha la tête. « Laisse-les faire. » Shona l'observa. « Je suis avec toi quoi qu'il arrive. Mais tu n'as pas besoin de faire ça pour prouver quoi que ce soit. » Daniel se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Je ne prouve rien, » dit-elle doucement. « Je protège tout. Neurospace n'a jamais été qu'une question d'argent. Il s'agissait de ce qui est possible, de l'avenir, et ces gens-là ne nous voient pas. Ils voient quelque chose de brillant à contrôler. » Shona expira. « Alors, quel est le plan ?» Daniel se retourna, calme, certaine. « Nous tenons la conférence de presse aujourd'hui. Pas de drame, pas de coup de feu, juste la vérité. Claire, professionnelle, publique. Le conseil d'administration va poser 1000 questions. Je leur donnerai 1000 réponses, dit Daniel. Mais ils savent déjà qui je suis, et ils savent que je ne bluffe pas. » Shona sourit. « Tu es sûr de ne pas vouloir au moins dire à Grégory où placer l'argent de son père ?» Daniel sourit. « Tentant, mais non. La dignité avant tout. » Il y eut un moment. Puis Shona demanda « Qu'est-ce que tu vas porter ?» Daniel rit. « Tu crois que je fais ça en sweat à capuche ?» 2 heures plus tard, Daniel entra dans le salon principal du domaine Bington, où Charles, Victoria et leur équipe juridique étaient réunis. L'ambiance était tendue, policée, comme si une tempête était déjà passée et que tout le monde attendait de voir où les débris allaient tomber. « Daniel, » dit Charles, debout, les mains jointes devant lui, comme un homme habitué à être remercié. « Il faut qu'on parle, » dit-elle. Ils s'assirent. « J'apprécie votre hospitalité, » commença Daniel, « mais j'ai décidé de me retirer de la fusion. » Le sourire de Victoria s'estompa. Charles cligna des yeux comme s'il ne l'avait pas bien entendu. « Je suis désolé. Je me retire avec effet immédiat. » La voix de Charles resta calme, mais son visage devint rouge. « Daniel, nous avons un accord sur la table. Étape finale. »« Tu te rends compte du capital que tu perds ?»« Je le sais, » dit-elle. « Et je me rends compte du genre d'entreprise que nous deviendrions si je le prenais. » Victoria intervint. « Si c'est à cause des commentaires de Grégory, ce n'est pas seulement à cause de Grégory, » dit Daniel en l'interrompant gentiment mais fermement. « C'est une question de ton, de positionnement, de la façon dont tu traites les dirigeants que tu ne reconnais pas comme familiers. » Charles essaya à nouveau. « Si nous t'avons offensé, » Daniel leva la main. « Tu ne m'as pas offensé. Tu m'as confirmé qu'il ne s'agissait jamais d'un partenariat. C'était une acquisition déguisée en progrès. » Silence. Elle se leva. « Tu peux garder ton chèque. Neurospace ira très bien. » Mais ces paroles ne resteraient pas dans cette pièce. Dans quelques minutes, le monde entier les entendrait aussi. Daniel se tenait devant un décor blanc uni au centre communautaire d'East Hampton. Pas le domaine de Bington, pas une grande salle de bal.
Juste une petite salle avec un podium et une rangée de chaises pliantes, bondée de journalistes, de photographes et de quelques premiers arrivés qui avaient entendu des rumeurs annonçant un événement majeur. Shona se tenait à l'écart, consultant son téléphone, gérant la presse. Personne ne savait exactement ce que Daniel allait dire, mais les médias avaient n'en flairé la fumée et étaient en venus chercher le feu. Daniel ajusta le micro. Pas de prompteur, pas de texte, juste une pile de fiches à la main qu'elle parcourut à peine. Merci à tous d'être venus, commença-t-elle d'une voix ferme et claire. Je serai brève, car la clarté n'a pas besoin de beaucoup de temps. Elle leva les yeux vers les caméras. Après mûre réflexion, j'ai choisi de retirer Neurospace de la fusion imminente avec le groupe Bington. Des halètements, quelques stylos griffonnés plus vite. Les flashs des caméras se mirent à crépiter, comme des battements de cœur nerveux. Cette décision est définitive, poursuivit-elle, et elle n'est pas basée sur l'argent ou des formalités juridiques. Il s'agit de quelque chose de bien plus important. Les valeurs. Elle marqua une pause. Personne ne bougea. Neurospace a été fondé avec un seul objectif, développer une technologie qui développe le potentiel humain, mais elle reposait aussi sur quelque chose de plus difficile à mesurer. La dignité, la responsabilité, la vision. J'ai toujours pensé que la culture d'une entreprise comptait autant que son code. Elle retourna la carte. Au cours des dernières 48 heures, j'en ai appris suffisamment pour savoir qu'un partenariat avec le groupe Bington compromettrait la constitution même de ce que nous avons bâti. Non pas parce qu'ils ne réussissent pas, mais parce que leur succès n'a jamais été bâti en pensant à des gens comme moi. Silence. Ils m'ont invité à leur table, mais c'était clair dès mon arrivée. Je n'étais pas censé diriger, juste décorer. Un murmure parcourut la salle. Daniel poursuivit, imperturbable. Ce n'est pas personnel. C'est une question de principe. Neurospace grandira avec des partenaires qui nous voient, pas seulement nos chiffres. Et je dis cela à chaque fondateur, chaque dirigeant, chaque femme, chaque personne à qui on a un jour demandé de se rétracter dans des salles qu'elle a méritées. Vous n'avez pas besoin d'accepter le manque de respect au nom d'une opportunité. Quelqu'un dans la foule murmura « Incroyable !» Elle termina sans éclat, la voix posée, égale. Notre métier n'est pas de vendre. Notre métier est de construire. Un silence, puis des applaudissements. Ça a commencé modestement, mais ça a vite grandi. Les journalistes ont crié des questions. Les micros ont avancé. Daniel, qu'a dit Bington? Neurospace va-t-elle chercher un autre acheteur? Craignez-vous l'impact sur le marché? Daniel leva la main et sourit légèrement. Nous répondrons à tout cela en temps voulu, mais aujourd'hui, il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de nous. Et sur ce, elle s'éloigna du micro. Shona la rejoignit en coulisses. Vous venez d'enflammer Internet. Daniel haussa un sourcil, dans le bon sens du terme. Oh, dans le très bon sens du terme. Elles sortirent ensemble par la porte latérale en direction de la voiture qui les attendait. Alors qu'ils s'éloignaient, Daniel baissa les yeux sur son téléphone. Des notifications, des centaines, puis des milliers. L'une d'elles ressortait. Un message d'une jeune fondatrice qu'elle ne connaissait pas. Merci de nous avoir montré comment repartir la tête haute. Daniel le fixa longuement. Mais la vraie vague arrivait encore, et Daniel venait de changer à jamais la façon dont les dirigeants d'entreprises comme elle seraient perçus. Les 48 heures suivantes furent chaotiques. Pas pour Daniel, mais pour les Bington. Les gros titres se répandirent comme une traînée de poudre. Une directrice générale afro-américaine abandonna un contrat de 500 millions de dollars en raison de valeur. Le fondateur de Neurospace refusa de décorer la table. Il se retira de la fusion avec Bington. Daniel Given fixa les limites et le public applaudit. Tous les grands médias économiques publièrent l'histoire. Des extraits de sa conférence de presse étaient partout. Réseaux sociaux, talk-shows matinaux, même les monologues de fin de soirée. Internet fit ce qu'il sait faire. Ils ont ressorti de vieilles interviews de Charles Bington, parlant à des femmes cadres. Ils ont trouvé les publications de Gregory sur les réseaux sociaux de son université. Ils ont déniché le discours de Victoria sur la préservation de l'héritage lors d'un gala de charité à huis clos.
Un membre du conseil d'administration a discrètement démissionné. Quelques sponsors ont abandonné la collecte de fonds trimestrielle du groupe Bington. Leur équipe de relations publiques s'est empressée de présenter l'incident comme un malentendu. Mais l'idée n'a pas tenu, car Danielle n'avait pas piqué une colère. Elle n'était pas partie en trombe. Elle avait dit la vérité calmement et clairement. Et le monde entier l'avait écoutée. Au siège de Neurospace, dans la Silicon Valley, l'ambiance était électrique. Les employés portaient peinte ces paroles comme une armure. Quelqu'un a imprimé des T-shirts sur lesquels on pouvait lire « Nous construisons. Nous ne mendions pas. » Danielle ne les a pas approuvés officiellement, mais elle a souri en les voyant. Les investisseurs ont appelé, non pas pour les réprimander, mais pour les soutenir. J'ai sous-estimé l'impact que cela aurait sur votre marque, a admis l'un d'eux lors d'un appel. Mais vous avez une loyauté qui ne s'achète pas. D'autres partenaires, plus modestes et partageant les mêmes valeurs, nous ont contactés. Des sociétés de capital risque dirigées par des femmes, des groupes d'investissement appartenant à des minorités, et même des coalitions scientifiques internationales en quête d'innovation sans égaux. Shona est entrée dans le bureau de Daniel une semaine plus tard, avec un dossier. Nous avons reçu 5 nouvelles offres. L'une d'elles vient de l'Institut Dyson. Ils souhaitent co-développer votre modèle de défense pour en faire un filet de sécurité commerciale pour les hôpitaux urbains. Daniel n'a même pas levé les yeux. Vous y croyez? Shona a souri. Ils ont dit qu'ils travailleraient sous notre structure. Daniel a alors levé les yeux. Eh bien, dit-elle, c'est différent. Plus tard dans la soirée, elle était assise seule dans son bureau. Les lumières tamisées, la ville illuminée derrière elle. Son téléphone a de nouveau vibré. Un autre message. Vous n'avez pas seulement protégé votre entreprise, vous nous avez donné la permission de faire de même. Daniel l'a lu 2 fois, puis a raccroché. Son esprit est revenu à cette longue table en acajou, celle où elle était assise à mi-hauteur, comme une invitée, et non comme une égarée. Ils avaient voulu son génie, pas sa voix. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que sa voix était le génie. Elle n'avait pas besoin de leur table. Elle était la table. Et le monde venait d'apprendre que si l'on ne perçoit pas la valeur de la présence de quelqu'un, on ressent la puissance de son absence. N'échangez jamais vos valeurs contre une validation. Ne laissez jamais le pouvoir étouffer votre objectif. Vous n'avez pas besoin de vous rétrécir pour entrer dans une pièce, surtout si vous l'avez déjà dépassée. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin qu'on vous rappelle sa valeur. Exprimez-vous quand on vous néglige. Et si on vous a déjà dit d'être reconnaissant d'être dans une pièce, rappelez-vous que vous pouvez toujours construire la vôtre.